Gliss Bike, 11 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Lons, vous présente Pyrénées Sport Local sur Inside. Il est 19h, vous écoutez Radio Inside. Pyrénées Sport Local arrive tout de suite avec comme invité Eric Bartécheki, le coach de Léon Bernet. Welcome, il est 19h. PSL, Pyrénées Sport Local, tous les lundis, 19h-20h. Retrouvez toute l'actualité sportive du Béarn sur Radio Inside. 19h-20h, résultats, analyses, interviews, invités. Tous les sports à tout niveau sont dans Pyrénées Sport Local. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Inside 99.8 à Pau. Je m'appelle Xavier Gros-Claude et je suis là avec toute l'équipe des sports de Radio Inside pour cette émission de ce soir jusqu'à 20h en direct comme chaque lundi. Le premier que je vais vous présenter, il est toujours là, fidèle au poste, Thomas Ginesta. Salut Thomas. Salut Xavier, salut à tous. On salue également à la réalisation Franck Payanav. Salut Franck. Salut Xavier, salut tout le monde. Et on va passer un petit bonjour avec celui qui n'est pas là aujourd'hui. Il était en déplacement à Marseille pour aller voir d'ailleurs le match de l'OM. Le pauvre, il a dû être un petit peu déçu. Quentin Maré, on peut le saluer quand même. On lui fait un petit coucou, il perd déjà de l'argent au pari et en plus il met 25 € pour aller voir un match comme ça. Voilà, on le salue évidemment à Quentin qui nous écoute peut-être sur le radioinside.fr. On recevra dans quelques instants, comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière, et d'ailleurs si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, on vous l'a annoncé aussi ce week-end, Eric Bartécheki, l'entraîneur de l'élan béarnais, nous rejoindra dans quelques instants en studio pour revenir un petit peu sur le début de saison de l'élan béarnais et en particulier sur le match de ce week-end avec la défaite de l'élan béarnais au Mans 76-73. On parlera aussi de la bonne nouvelle du week-end, des bonnes nouvelles du week-end d'ailleurs parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est d'abord la victoire de la section paloise face à Agen 33-31. Ouf, c'est peut-être le mot qui résume ce match pour la section paloise. 33-31, on va dire que c'est la moindre des choses pour la section qui a compté plus de 15 points d'avance dans cette rencontre. Vous entendrez d'ailleurs tout à l'heure les réactions d'après-match recueillies au stade du Hameau par notre ami Franck qui est juste là. Les réactions de Damien Traille, Jean Bouillou et Simon Manix. Ça va bouger, on vous le promet en ce qui concerne la section paloise. Avec une nouvelle chronique quand même. Avec une nouvelle chronique, on vous en dit pas plus pour le moment. Vous l'écouterez tout à l'heure au moment où on parlera de la section paloise d'ici quelques instants. Je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs bonnes nouvelles ce week-end. Il y a eu celle de la section paloise et il y a eu aussi le Pau FC. Le Pau FC qui est resté sur 2 défaites consécutives entre la Coupe de France et le championnat, qui a renoué avec la victoire ce week-end. C'était à Mont-de-Marsan pour le derby. Le Pau FC est allé l'emporter 1-0 grâce à un but signé Yann Le Poulicher. Le Pau FC qui reste co-leader de ce championnat de France amateur et c'est une bonne opération pour les hommes de David Vigne qui comptent maintenant 7 longueurs d'avance sur la première équipe qui peut potentiellement monter en national. Donc très bonne nouvelle du côté du Pau FC. Et puis on vous dira évidemment un petit mot de handball avec le Bière Handball qui n'a pas joué ce week-end mais qui reprend le chemin de l'entraînement avant d'affronter l'équipe de Ponto Combo vendredi au Sporting d'Est. Et à 19h30, le rendez-vous que vous avez l'habitude maintenant d'écouter dans Pyrénées Sport Local, présenté par Thomas. C'est le journal du sport local où on retrouve un petit peu toute l'actu. Thomas, de quoi il s'agit aujourd'hui? Du foot, du basket, du handball, Eric Deguille en kayak, Chardy, etc. Voilà, tout ça c'est à 19h30 et en fin d'émission, on retrouvera bien sûr le Parion Sport Local, la nouvelle rubrique de cette année où nous parions chaque semaine sur les différents matchs de nos équipes paloises et béarnaises. On tient un petit classement d'ailleurs entre nous en dehors de cette émission et il y a des enjeux très très forts chaque semaine, donc on y reviendra, ça c'est en fin d'émission aux alentours de 19h55. Je vais tout de suite redonner la parole à Franck qui va nous parler du jeu parce qu'on a des places à vous proposer aujourd'hui. Vous pouvez jouer et gagner des places, c'est du hand, c'est ça Franck? Exactement, c'est du hand, le Bière Handball qui joue face donc comme tu disais à Ponto Combo, c'est vendredi à 20h30 au Sporting d'Est. Et bien on vous fait gagner vos places sur Radio Inside. Pour jouer, rien de plus simple, Inside au 7 10 28 par SMS, où vous pouvez également passer, ça c'est pour les réactions sur Twitter @InsidePSL ou le hashtag également Radio Inside, sur Facebook, facebook.com/PSLInside. Et on en profite justement en tant que j'ai Twitter, et bien alors que Eric Bartécheki vient d'arriver, donc les Green Fire, le club des supporters qui nous écoute, donc on leur passe le bonjour, et Quentin Maré qui nous écoute et qui nous met sur Twitter, bonne émission depuis Antibes, je ne parierai pas et c'est pas plus mal, hashtag bonnet d'âne. Voilà, n'hésitez pas donc à réagir tout au long de l'émission, à poser vos questions, à adresser vos remarques à Eric Bartécheki qui est avec nous. On se retrouve juste après la pub pour entrer dans le cœur de cette émission consacrée à l'élan béarnais. A tout de suite sur Radio Inside. Pyrénées Sport Local revient avec Gliss Bike, 11 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Lons sur Radio Inside.
Vous écoutez Radio Inside, c'est Pyrénées Sport Local, il est 19h passé de 9 petites minutes et on va accueillir tout de suite, comme on vous l'avait annoncé avant la pause, Eric Barthécheki, le coach de l'élan béarnais. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur Radio Inside dans Pyrénées Sport Local. Eric, dans un premier temps, première question que je vais te poser, elle est très simple. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, présenter un petit peu ton parcours dans le basket, depuis quand est-ce que tu entraînes, par où est-ce que tu es passé, est-ce que tu as joué avant? Oui, donc Eric Barthécheki, donc mon parcours... J'ai commencé le basket très tôt, en benjamin, et j'ai toujours été dans le basket depuis cet âge-là. Par contre, j'ai basculé dans le versant un petit peu de l'entraînement très tôt, puisqu'à 23 ans, j'étais responsable d'un centre de formation à Châlons-en-Champagne, le club aujourd'hui du CCRB, qui est la fusion entre Châlons et Reims. Et là, j'ai commencé à être assistant coach et entraîneur du centre de formation, puisqu'à cette époque-là, on pouvait faire les deux en même temps. Et c'est là que ma carrière de coach a commencé. D'accord, donc tu as voulu directement te lancer de ce côté-là, on va dire. Ouais. Oui, c'est l'opportunité qui m'a été offerte. C'est souvent des opportunités qui se présentent. Et le président de l'époque m'a proposé cette place-là, alors que 2 ans avant, j'étais joueur au centre de formation, en équipe espoir. Et 2 ans après être sorti, il m'a proposé de devenir l'entraîneur et d'être assistant coach en même temps. Donc j'ai accepté. Donc tu es arrivé cette année à l'élan béarnais. Comment s'est passée ta prise de fonction au sein de l'élan béarnais, ton intégration dans ce club? Très bien, j'ai été très bien accueilli et c'est surtout très agréable de venir tous les jours au Palais. Et il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là, tout s'est très bien passé. C'est un club que j'imagine tu avais peut-être déjà suivi il y a quelques années, l'élan béarnais, on pense évidemment à la belle époque des années 90, début des années 2000. Oui, forcément, même quand j'étais gamin, j'étais devant ma télé à l'époque du président Seillan et de toute la grande époque de l'élan, avec tous les joueurs qu'on connaît qui sont passés au club. Maintenant, d'y être à l'intérieur, c'est encore autre chose. Et puis bon, ça a un petit peu changé, il faut aussi le dire, c'est plus tout à fait l'élan d'avant, mais bon, ça reste l'élan. Toi qui viens du Havre, quelles sont les différences que tu as pu constater là déjà avec le début de saison de l'élan béarnais, que ce soit sur le plan sportif ou tout simplement structurel dans les deux clubs, quelles sont les principales différences? Il y a des grosses différences déjà en termes de vécu, en termes de structure, là vous venez de le dire, ça n'a rien à voir. Là il y a un palais des sports, il y a un club qui a connu l'Europe, donc qui est beaucoup plus structuré, qui a un outil de travail fantastique. Le Havre était un club plus modeste avec voilà, une autre organisation qui est un peu plus familiale, mais bon, chaque club a son identité et il faut s'adapter aux circonstances. N'hésitez pas à nous contacter et à poser vos questions à Eric Barthécheki tout au long de l'émission sur le hashtag Radio Inside ou en mentionnant le compte Inside PSL. On va revenir maintenant, Eric, sur le match de ce week-end, la défaite de l'élan béarnais du côté du Mans, 76-73. Est-ce que tu peux nous livrer ton sentiment un petit peu à froid maintenant, 2 jours après cette défaite, sur ce match? On a été vraiment très déçus à l'issue de la rencontre, de par la défaite, mais surtout de par la fin de match où on était vraiment en possession de le prendre. On a eu deux possessions pour passer devant, on était à +2 à 1 minute 30 de la fin, et ces 2 possessions-là on les gère mal, on en perd une et on en a une autre où on a un tir, un lay-up en dessous tout seul qu'on rate, et au lieu de creuser l'écart à +4 à ce moment-là, on reste à +2 et derrière on prend un 3 points et puis le match tourne de l'autre côté. Donc vraiment une grosse déception puisqu'on avait quand même 2 joueurs majeurs en moins, Max Couguer et Yannick Boccolo. Et on a quand même réussi à les amener où on voulait les amener, à casser le rythme et à être là à la fin. Donc c'est vraiment une grosse déception. Maintenant, on a été déçus samedi soir, on a été déçus encore hier, pour ma part. Et puis dès aujourd'hui, on est complètement tourné vers la prochaine échéance qui est le prochain match. Est-ce que c'est l'absence de ces 2 joueurs qui a été préjudiciable, ou est-ce que peut-être l'adresse extérieure aussi? Il y a eu quand même 3 sur 17 ou 18 pour l'élan, 7 sur 24 pour l'équipe du Mans. Est-ce que ça a été ça aussi qui a été préjudiciable pour l'élan? Après, si Yannick Boccolo et Max Couguer avaient été là, le match aurait été différent. Et c'est pas pour autant qu'on aurait peut-être eu plus de chances de le gagner. C'est des fois les contextes qui génèrent un petit peu les comportements. L'équipe, on a dû trouver des stratégies pour un petit peu pas emballer le match et casser le rythme, et ça a fonctionné. Si on avait eu tout le monde, on aurait joué différemment et on aurait peut-être été même carrément plus dominé. Il n'y a pas vraiment d'explication, de vérité à tout ça. C'est l'histoire d'un match, mais ce qu'on retient à la fin, ce que tout le monde retient, c'est les victoires et les défaites. Donc on est vraiment déçus de pas avoir. Encore, on aurait été complètement dominé, on aurait pris 25 points. Bon, voilà, ça aurait pu se comprendre par rapport au contexte, et puis il n'y aura pas eu photo. Mais là, on a réussi à être si proche, c'est vraiment dommage. Justement, ce contexte avec 2 absents, comme tu le disais, c'est quoi la difficulté pour un coach de gérer le fait qu'il y ait 2 absents, et arriver à gérer un petit peu le temps de jeu de chacun, pas trop tirer sur certains joueurs peut-être? Comment ça se passe du point de vue du coach? Déjà, il y a la préparation dans la semaine, puisqu'on savait déjà que les 2 joueurs ne joueraient pas, donc il fallait déjà
anticiper ça, savoir qu'on allait avoir un groupe réduit, commencer à préparer Léo Cavalière puisqu'il allait avoir un rôle sur ce match-là. Il en aura aussi sur les autres, mais encore plus sur ce match-là. Et puis surtout, savoir qu'on allait jouer qu'à 7-8 joueurs, donc il fallait trouver des stratégies pour pas laisser cette équipe du Mans qui possède 11-12 pros avec du talent et du physique emballer la rencontre. Donc on a réussi, dans ce domaine-là, on a réussi à casser le rythme en proposant des stratégies qui nous ont permis d'obtenir ça. Donc voilà, c'était le travail de la semaine. Chaque semaine est différente en fonction du contexte et on travaille différemment d'une semaine à l'autre. Tu as parlé de Léo Cavalière qui a joué donc quasiment 30 minutes ce week-end. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur sa prestation? C'est la première fois qu'il joue autant avec l'équipe de Léon Bernet. Oui, il a répondu présent quand on a fait appel à lui assez rapidement. Et comme il a été efficace, on l'a laissé sur le terrain une bonne partie du match. Et il a plutôt été efficace en marquant, je crois, 10 points. Et il est juste... mais on ne peut pas lui en vouloir, c'est juste la situation à la fin où on est à +2 et il a un double pas qu'il est capable de mettre et qui malheureusement tourne autour du cercle, qui nous aura permis de passer à +4, qu'on rate, mais c'est dommage. Sinon, il a répondu présent et il nous a montré qu'on pouvait compter sur lui. Quand on regarde la feuille de stats aussi, ça peut paraître un petit peu étonnant, Léon Bernet a une meilleure évaluation globale que Le Mans. Oui, non, c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là qui apporte toute la déception du résultat. Comme je le disais avant, si on avait été complètement dominé dans les évaluations, dans le physique, dans le score, bon, voilà, il n'y aurait pas eu photo, on n'aurait pas eu ce sentiment-là, mais là, on a vraiment été affecté à l'issue de cette rencontre. On ne l'est plus, il faut être affecté un petit moment. On ne l'est plus maintenant, on est tourné vers le prochain match qui s'annonce difficile aussi à Rouen. Justement, pour préparer ce prochain match, qu'est-ce que tu retiens de bon ou de moins bon de ce déplacement au Mans? J'imagine qu'il y a quand même des bonnes choses pour avoir accroché cette équipe du Mans jusqu'au bout. Oui, mais encore une fois, chaque match a son contexte. On retrouve l'équipe au complet à partir d'aujourd'hui. On s'est entraîné avec l'équipe au complet. On est encore obligé de ménager un petit peu Yannick et Max, mais ça sera un autre match, donc il faut se tourner vers les spécificités de Rouen. Et puis nous, garder ce qui fonctionne bien, essayer de gommer ce qui marche moins bien. C'est un petit peu tout le process d'une saison, d'évoluer comme ça, toujours en essayant de s'améliorer et de cultiver nos points forts et puis de gommer un petit peu ce qui va moins bien. Est-ce que tu penses le fait d'avoir joué 2 prolongations contre Nancy avec un groupe réduit pour aller au Mans, est-ce que ça a joué en votre défaveur? Je sais pas, non, on a eu le temps de récupérer d'ici, hein, je pense pas. Pour ce qui a joué en notre défaveur au départ du match, c'est surtout d'être avec un effectif réduit. Mais on a plus ou moins bien réussi à le gérer sur l'ensemble du match. Donc non, je pense pas. Je pense que les joueurs ont fait un gros effort contre Nancy, mais il y a quand même eu toute une semaine pour gérer la semaine. On va faire un petit tour des résultats de cette 7e journée du championnat de France de Pro A et je te propose, si tu veux bien, Eric, de commenter chacun des résultats de cette 7e journée. Avec d'abord la victoire d'Antibes face à Dijon, 74 à 63. Est-ce que c'est surprenant ce résultat finalement? Non. Dijon est une équipe qui a l'habitude de défendre dur et qui tourne bien aussi depuis le début du championnat, un petit peu moins bien depuis deux rencontres. Mais surtout, c'est Antibes qui s'installe là dans le haut du tableau avec je crois 5 victoires, c'est ça? C'est ça. Donc surtout à Antibes, c'était pas surprenant. Et donc Dijon qui sera le prochain adversaire de l'élan Bernet au Palais des Sports dans 15 jours. L'Asvel qui bat le Havre 85 à 55. On va peut-être s'attarder un petit peu plus sur ce résultat puisque c'est l'ancienne équipe que tu coachais, le Havre. Début de saison difficile pour les Havrais. Oui, apparemment ils connaissent des soucis un petit peu dans ce début de championnat et on a suivi qu'ils commençaient un petit peu à se séparer de joueurs et à les remplacer par d'autres joueurs. Ils ont fait venir un joueur qui est très, très bon là, avec Willy Dean. Donc ils réajustent leur effectif pour essayer de gagner déjà un premier match et puis d'être dans cette opération de maintien dans un premier temps et peut-être plus après, mais déjà vu la situation dans laquelle ils sont, je pense qu'ils vont vouloir changer les choses pour obtenir ça au plus vite. Après bon, l'Asvel, vraiment pareil, une grosse équipe cette année qui a 5 ou 6 victoires, même 6. 6 victoires, oui. 6 victoires, donc pas surprenant là dans l'état des choses que l'Asvel s'impose aussi largement. Tu as gardé contact, j'imagine, avec le Havre, le club dans lequel tu as entraîné pendant plusieurs années? Oui, avec certaines personnes du staff et du club. Tout à fait, donc j'ai quelques éléments sur la situation du club.
On continue le résultat avec la victoire de Monaco face au Paris-Levallois, 81-68. Monaco qui réalise aussi, comme on le disait pour Antibes, un très beau début de saison. Oui, Monaco possède un gros budget. Bon, le budget ne font pas tout, mais ça aide quand même à composer des équipes talentueuses et surtout avec beaucoup de joueurs. Et c'est leur cas. Ils ont facilement 11 pros, je crois, ou 12. 5 Américains, 2 meneurs de jeu américains et des joueurs français talentueux. Ils ont vraiment un effectif pléthorique et talentueux, donc c'est pas non plus surprenant le bon début de saison. Orléans qui bat Strasbourg, 69-63. Petite surprise peut-être là. Là peut-être il y a un gros coup de la part d'Orléans là, parce que on sait que Strasbourg est une équipe composée pour jouer l'Europe, l'Euroleague et puis le haut du tableau. Donc là c'est vraiment une très belle performance d'Orléans d'avoir battu Strasbourg. Nanterre a également battu Rouen, 76-57. Belle victoire de Nanterre face à Rouen, prochain adversaire de Léon Bernet. Oui, Nanterre qui a connu des débuts un petit peu difficiles, mais qui commence un petit peu à refaire surface et s'est imposée chez elle. Donc pourtant, contre une équipe de Rouen qui, même s'il ne possède que 2 victoires, n'est pas une équipe facile à jouer et on la joue justement samedi. Donc on sait que les résultats se jouent à peu de choses et il n'y a pas beaucoup de différence entre le niveau des équipes. Chalon-Reims est allé gagner à Cholet, 92-79. Là aussi, résultat assez surprenant. Ouais, c'est surprenant. Cholet est un petit peu dans le dur en ce moment. Mais c'est une belle performance du CCRB d'être allé s'imposer à Cholet. C'est jamais facile. Victoire de Gravelines à Chalon-sur-Saône, 78-55. Belle victoire des nordistes. Oui, je trouve Gravelines cette année, autant depuis 2 saisons, ils ont connu des difficultés. Autant cette année, sur ce qu'on a pu voir. Sur les matchs qu'on a pu voir, on les trouve très, très efficaces, très denses physiquement, très, très en place. Et c'est pas surprenant. Je crois que Gravelines est cette année parti pour faire une très belle saison. 5 victoires de défaite actuellement pour les Gravelinois. Et enfin, Nancy a battu Limoges dans un match très défensif, 58-54. Là aussi, résultat un petit peu surprenant pour Nancy qui démarre mal cette saison. Surprenant sans l'aide, puisqu'ils ont quand même récupéré Falker. Et je pense qu'avec lui, ça aide beaucoup. L'équipe s'était déjà imposée en Eurocoupe mercredi. Et sur le début de saison, Nancy n'arrivait pas à obtenir des victoires, mais proposait quand même un jeu de qualité et n'était pas loin de prendre les victoires. Si aujourd'hui il comptabilisait 3 ou 4 victoires depuis le début de saison, il les aurait pas volées. Au classement, ça nous donne après cette journée en tête l'Asvel avec 6 victoires et 1 défaite. Et il faut descendre jusqu'à la 12e place pour voir l'élan Béarnais avec 3 victoires et 4 défaites. Quel est ton point de vue sur le début de saison de manière un petit peu globale sur ce début de saison de l'élan Béarnais, donc avec 3 victoires, 4 défaites et 1 défaite notamment à domicile face à Strasbourg? Oui, on a le sentiment qu'on aurait pu en avoir au moins une de plus. Maintenant, on a ce qu'on a. Je trouve que toutes les équipes doivent surtout faire ce constat-là, à part celles qui en ont déjà 5 ou 6, mais les autres qui en ont 2, 3, 4 sont certainement aussi dans cet état d'esprit-là, à se dire on aurait pu en avoir une ou deux de plus. Il faut être capable d'accepter ce qu'on a et de relativiser, puisque si là on a le sentiment qu'on aurait pu avoir cette victoire samedi au Mans, on a aussi été pas chanceux, mais on a aussi été dans une situation contre Nancy où après 2 prolongations, on était mené quand même de 5 points à 2 minutes de la fin. Et on a réussi à retourner la situation, donc on aurait pu aussi perdre ce match-là, on en est conscient. Donc on a ce qu'on a, à nous de faire en sorte d'aller chercher le prochain match pour comptabiliser une 4e victoire et d'être dans cet état d'esprit match après match pour en obtenir le plus possible. Est-ce que tu penses, Eric, à t'arriver au bon moment à l'élan, c'est-à-dire dans le sens où il y a une grosse refonte et tu as pu vraiment participer au recrutement de joueurs que tu voulais? Je dirais que la situation, elle était comme elle était. Hein. Quand je suis arrivé, il y avait des joueurs qui étaient sous contrat et ça correspondait aussi. Je ne veux pas tout parler de l'aspect financier, mais on sait que cette année, l'élan Béarnais a connu une baisse de budget. On sait comme ça. Dans tous les cas, moi, je suis très content d'être ici. C'est une opportunité pour moi qui s'est présentée de rejoindre un club aussi prestigieux de par son vécu. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. C'est la réalité. Il y a moins de budget. Il y avait des joueurs sous contrat que j'aime beaucoup. Mais bon, il y avait des joueurs aussi qui étaient là avec des contrats qu'ils avaient négociés, ça correspondait avec une baisse de budget, donc il a fallu prendre compte de tout ça pour essayer de composer l'équipe la plus compétitive possible et essayer d'équilibrer les choses comme je le sentais au mieux. Donc c'était pas une tâche facile non plus. Il a fallu un petit peu faire des choix, hein. Vous êtes au courant sur le cas de Sam Idriss. Il a fallu c'est pas des parce que le joueur était un mauvais joueur, parce que c'était vraiment par rapport à des équilibres d'équipe, des équipes de poste.
Donc il a fallu tenir compte de tout ça et essayer de faire au mieux pour créer l'équipe la plus compétitive possible. C'est des choix à faire au regard des conditions qui étaient comme elles étaient. Eric, quels sont les atouts de cette équipe selon toi et au contraire, quelles sont ses faiblesses? Les faiblesses, c'est forcément un effectif qui est quand même réduit. On a quand même 9 pros avec un jeune joueur qui est Léo, qui a montré samedi qu'on pouvait compter sur lui, mais qui reste un jeune joueur. Donc un effectif réduit. Après, c'est surtout ça la faiblesse. Après, les atouts, c'est quand même des joueurs qui ont de l'expérience, des Américains qui ont de l'expérience du championnat, les joueurs français aussi. Il y a une bonne complémentarité entre les joueurs qui ont plus d'expérience et des jeunes joueurs. Donc ça représente un atout. Maintenant, tous les matchs sont difficiles. Toutes les équipes sont composées de beaucoup de joueurs talentueux. Et vraiment, c'est un championnat où on le voit à l'image de toutes les rencontres. Il y a des résultats surprenants et rien ne sera facile pour nous. Il faut être capable d'être à fond sur chaque rencontre. On le voit, dès qu'on n'est pas à 100%, on prend une claque. Ça a été le cas à Paris. C'est le seul non-match qu'on fait. Dans toutes les autres rencontres, on était en difficulté, mais on a fait preuve de caractère, on n'a jamais lâché, on est revenu dans les matchs, on s'est battu. Et déjà, en étant comme ça, c'est pas simple. Les matchs sont très difficiles à obtenir. Donc il faut surtout pas être... mais ça peut arriver, ça fait partie aussi des aléas d'une saison, mais il faut pas être en dessous des minima. Hashtag Radio Inside pour poser vos questions à Eric Barthécheki. On va se retrouver dans quelques instants, juste après une courte page de pub sur Radio Inside. À tout de suite. Pyrénées Sport Local revient avec Glisten Bike, 11 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Lons sur Radio Inside. Vous écoutez Radio Inside en direct, c'est Pyrénées Sport Local comme chaque lundi entre 19h et 20h. Nous sommes toujours en compagnie d'Eric Barthécheki, l'entraîneur de l'élan béarnais Paula Cortez. Dans quelques instants, à 19h30, on retrouvera Thomas avec son journal du sport local et on va revenir donc à l'élan béarnais. On parlait un petit peu des atouts, des faiblesses de cette équipe sur le début de la saison. Je vais te donner une petite stat, Eric, que tu connais certainement, à savoir que l'élan béarnais a actuellement la 3e attaque avec 80 points de moyenne, un petit peu plus, et la 16e défense, 84 points de moyenne encaissés. Est-ce que, selon toi, c'est une statistique qui est intéressante ou totalement futile? Non, les statistiques sont intéressantes à partir du moment où on sait les lire et tout, mais les nombres de points encaissés nous placent à la 16e place, mais il faudrait mettre ça en relation avec le nombre de possessions jouées. C'est toujours pareil, plus on joue de possession, plus on a de chances de prendre beaucoup de points, et il faut vraiment raisonner en termes de ratio. Mais il est vrai qu'on concède beaucoup trop de points dans certains secteurs, notamment sur les tirs de points intérieurs. Et ça, il faut qu'on arrive à améliorer ça sur les semaines à venir. Eric, est-ce que tu prônes plutôt un jeu offensif ou t'es plutôt un coach défensif? Je suis pas un coach défensif dans le sens où je pousse les joueurs au niveau physique à l'extrême, et on peut pas se le permettre non plus, puisqu'on n'a pas... comme on le disait, énormément on n'a pas 11-12 pros, et on a aussi des joueurs qui ont un peu d'expérience. Ils sont pas âgés, mais ils ont un peu d'expérience. Et on n'a pas non plus... on parlait tout à l'heure, ça me fait penser en termes de faiblesse. C'est pas forcément une faiblesse, mais on n'a pas vraiment de grands 5. Avec de l'envergure, on a des joueurs au poste 5 qui ont d'autres qualités, mais qui sont plus petits, à l'image de J.K. Edwards. Willy Egret est un poste 5-4. Mais pas vraiment un 5. Par exemple, moi au Havre l'année dernière, j'avais vraiment Sean King qui était un 5 fin, mais pas qui était costaud quand même, et qui était athlétique, donc il dissuadait beaucoup. On n'a pas ça, donc il faut arriver à s'organiser différemment et on va s'ajuster semaine après semaine, mais il faut effectivement qu'on arrive à s'améliorer un petit peu dans ce domaine-là sur certaines parties. Il est 19h30 et 19h30, ça veut dire que c'est l'heure du journal du sport local. Le journal du sport local. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive du Béarn. On va parler donc football avec un DHR, donc l'U de Berne qui a fait match nul à Biscarrosse 0-0. Victoire d'Orthez contre le Stade Bordelais 2-1. En promotion honneur, victoire de l'Escar qui continue son bon début de saison face à Mérignac 2-1. Victoire de l'Esman au Bleuet 3-0. Match nul entre Bourbaki et Sainte-Hélène, 1 but partout. Lons qui allait faire match nul à Pardis, 3 buts partout. Petite dédicace pour Raphaël Solaire, victoire de Poy de l'Escar contre Mourenx 2-1. Et on va parler de Mourenx un petit peu au niveau fait divers avec les buts qui ont été sciés. On a retrouvé des clous sur le terrain, on a retrouvé une poubelle qui a été vidée sur le terrain également, donc ça fait 2 fois que ça se passe cette saison, donc c'est assez grave et ça aurait pu... C'est assez grave, c'est quelque chose qu'on condamne évidemment, et c'est vraiment totalement à l'encontre des valeurs du sport, quelles qu'elles soient. C'est quelque chose évidemment de totalement scandaleux. Exactement, et ça aurait pu porter atteinte à l'intégrité des joueurs.
Ensuite, en rugby fédéral 1, défaite de Moléon à Blagnac et de Oloron à domicile contre Nevers. En fédéral 2, Orthez allait gagner à Lannemezan 23-20, victoire de Morlaix contre Peyrorade 21-19. En basket, les espoirs de l'Élan qui continuent un superbe début de saison, victoire au Mans 84-60. Pau Nord-Est qui a pris une petite raclée en National 2 à Ré 102-56. Les féminines d'Orthez qui se sont imposées au centre fédéral 76-55. Et en National 3 féminine, Mourins qui a perdu contre Grémont 64-58. En handball, Nousty qui s'est qualifié, donc il y avait très peu de matchs. Il y avait de la coupe, victoire de Nousty contre Irisari 30-23. Et on va parler du tirage au sort qui vient d'arriver, Xavier, puisque ça sera un derby entre Pau Nousty et Billard. Derby entre Pau Nousty et Billard pour les 32e de finale de la Coupe de France. Le match aura lieu certainement au Palais des Sports le week-end du 27 et 28 novembre. Si je dis pas de bêtises, les Lambernais jouent à l'extérieur ce week-end-là. Donc derby entre les deux clubs du Béarn. L'année dernière, ces deux équipes s'étaient déjà retrouvées au Palais des Sports, mais pas pour jouer l'une contre l'autre. Il me semble que Nousty avait affronté Montpellier et Billard avait affronté Toulouse, deux équipes des D1, et on avait assisté un bel après-midi de handball. Là, ça va être aussi l'occasion de faire une belle fête de handball avec les deux clubs béarnais. En volley en National 3 féminine, victoire de Gers contre l'Escar 3-7-2. Première victoire pour les Gersoises après 5 défaites d'affilée. Elles étaient menées 2-7-0 pourtant. Et les Fleurs de Pau qui se sont imposées contre la Bastide 3-0. Des petites infos en bref. Éric Deguille qui a gagné la Green Race, qui est la compétition de kayak la plus prestigieuse au monde. Xavier. Éric Deguille qu'on avait déjà reçu dans les studios de Pyrénées Sport Local les saisons précédentes et qui voulait absolument remporter un jour cette Green Race qui est la compétition de kayak extrême la plus prestigieuse, comme tu le disais si justement Thomas. Ça y est, il l'a fait au bout de sa 7e participation et félicitations à lui. On aura d'ailleurs l'occasion de la voir dans Pyrénées Sport Local certainement la semaine prochaine. Il ne pouvait pas nous répondre ce soir parce qu'il était en train de prendre l'avion pour rentrer des États-Unis, mais en tout cas félicitations à lui. Rapidement, Chardy, on en avait parlé la semaine dernière. Il a gagné contre Pouille au premier tour en 3-7, 3-6, 6-3, 6-2. Et il s'est incliné contre Nishikori 7-6, 6-7, 6-1. Un tournoi normal. Il n'y a pas eu de contre-perf. Pas de contre-perf, voilà. Bon, il a explosé un petit peu dans le troisième contre Nishikori, mais bon, c'est un top 10, donc voilà. C'est belle saison pour lui. Belle saison, ouais. Et les féminines, enfin, on avait la semaine dernière l'organisateur de la féminine, 3272 participantes et 5e victoire pour Jocelyne Poli, 6 km en 21 minutes 57, ce qui est une performance assez exceptionnelle. Et ça serait peut-être sa dernière féminine. Voilà. Elle a annoncé donc 5 victoires pour elle. Merci Thomas pour ces infos. Mais justement, je vais d'ailleurs rebondir avec Eric Barthécheki sur une info que tu as annoncée tout à l'heure, c'est les 100% de victoire pour les espoirs. J'imagine que tu gardes quand même un œil relativement attentif aux prestations des espoirs. Oui, le groupe espoir est composé de joueurs de qualité, qui, pour certains d'entre eux, qui font partie des équipes de France. Et là, oui, effectivement, ils sont invaincus. Donc c'est vraiment un très bon début de saison, mais je ne suis pas surpris vu la qualité du groupe. Donc il y a beaucoup de joueurs qui s'entraînent avec nous aussi, et c'est très bien comme ça. Comment tu gères justement les échanges entre les joueurs espoirs, avec aussi le centre de formation à Pau Nord-Est, l'équipe entraînée par Arnold Boisa, si je dis pas de bêtises. Oui. Comment tu gères tout ça, sachant qu'il y a des joueurs qui parfois doublent le week-end, jouent 2 matchs Oui, en fait, on est dans les mêmes bureaux, donc c'est assez facile pour communiquer et puis s'ajuster en fonction des aléas. Et justement, c'était un petit peu le cas ce week-end, puisque avec les 2 joueurs, il a fallu demander à Léo Cavalière de ne pas jouer en espoir. Et donc derrière, forcément, il y a des ajustements à faire pour les espoirs, des joueurs qui normalement sont avec l'équipe de National 2, qui doivent avec les espoirs. Et donc c'est tout des vases communicants, mais c'est assez perturbant quand il y a des blessures sur des joueurs pro, quand on a un effectif limité, puisque forcément on est tout de suite obligé de faire appel à plus de jeunes, et ça décale un peu tout, donc c'est pas évident non plus pour eux. Une dernière question, Eric, pour clôturer cette première partie sur l'élan béarnais. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une semaine d'entraînement à l'élan béarnais Paula Cortez? Quels sont les différents types d'entraînement que tu proposes? Quelles sont les différentes séances que l'on peut retrouver dans la semaine, et en particulier une semaine comme celle-là, avant d'affronter l'équipe de Rouen ce week-end? Bon, après, pour obtenir la performance ou tenter d'obtenir la performance, il y a plusieurs aléas, il y a plusieurs paramètres, je voulais dire. Il faut que physiquement on soit quand même prêt. Il y a le côté stratégique, l'adresse c'est un aléa qu'on maîtrise pas trop, mais les joueurs shootent beaucoup pour être performants le jour du match. Donc on voit tout ça, on décortique les vidéos de l'équipe adverse, et puis ensuite on travaille sur leur schéma défensivement, et on essaie de voir aussi en attaque comment nous on peut prendre avantage par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc c'est tout le travail avec l'équipe professionnelle, c'est beaucoup quand même de travail 5-5, parce que le collectif est très important. Merci Eric, on te retrouve dans quelques instants pour une deuxième partie d'interview un petit peu plus décalée, vous allez voir dans quelques instants, mais pour l'heure on va parler de rugby et de la section paloise. Résultats, analyse, interview, toute l'actualité de la section paloise sur Radio Inside.
La section paloise qui nous a procuré l'une des satisfactions de ce week-end avec la victoire face à Agen 33-31. Thomas, je te vois hocher la tête quand je dis satisfaction, on va dire sur le plan comptable évidemment pour la section paloise, puisque c'est une victoire qui rapporte 4 points donc à la section paloise, qui en laisse malheureusement un à Agen dans l'histoire, parce que je pense que la section paloise pouvait faire clairement mieux que ça, la section qui a compté jusqu'à 18 points d'avance dans cette partie. Les 4 points, comme tu dis, très très importants, mais surtout à chaque fois, ils ont laissé un bonus à Oyonnax, offensif, ils laissent un bonus défensif à Agen. Voilà, ils arrachent un bonus défensif contre Brive, mais Brive prend les 4 points de la victoire, donc contre des adversaires directs au maintien. C'est quand même des petites mauvaises opérations pour la section. Et il y a plusieurs questions dans ce match. Ils font une bonne heure de jeu, mais ils prennent 2 essais en contre, donc ils sont toujours sous la menace d'Agen. Ils arrivent à faire le forcing à l'heure de jeu, ils mènent 33-18 comme tu le dis, et 20 dernières minutes où on a l'impression qu'ils sont rentrés en vestiaire. Franck, toi qui as suivi de très près cette rencontre entre la section paloise et Agen, la fin de match, on a vraiment peur dans les rangs palois, ça s'est senti dans les tribunes du hameau, je suppose, notamment avec le drop manqué dans les dernières secondes par Mais justement, le buteur agenais. pour faire simple, en fait, on a vu un début de deuxième mi-temps super, la section qui creuse l'écart magnifiquement, et puis on voit la section qui, je sais pas, est-ce que c'était parce qu'ils étaient à domicile un petit peu trop confiants? C'est vrai qu'il y a une confiance un petit peu trop puissante dans la section. C'est vrai qu'on a remarqué avec d'autres journalistes que l'équipe est un petit peu trop confiante. Et donc du coup, ils se disent c'est bon, on est chez nous, on a 15 points d'écart, on peut laisser faire. Et au final, Agen en a profité. Et c'est là qu'on voit que voilà, on finit à 33-31 et on aurait pu finir carrément perdant. Donc voilà, heureusement que Agen a raté son coup de pied à la dernière seconde. Mais c'est vrai que c'est assez décevant en soi. Agen méritait franchement la victoire parce que la section, la deuxième mi-temps, les 15 premières minutes super top, mais par contre les autres, beaucoup moins bien. Je crois que la section peut faire un message de remerciement à Burton Francis, le buteur d'Agen, parce que je sais même pas s'il fait 50% de réussite au pied. Il en loupe quand même, il doit louper près de 10 points, je pense. Donc ça fait quand même la différence à la fin. En tout cas, ça fait du bien, on va pas s'en plaindre pour la section paloise qui quitte les bas-fonds de ce classement. Alors, quand je dis qu'il quitte les bas-fonds, reste quand même pas très très loin. Il y a qu'un petit point d'avance sur le premier relégable, mais ça fait quand même du bien pardon, il y a 3 points d'avance, j'allais dire une bêtise, il y a une place d'avance, mais 3 points d'avance pour la section paloise au classement. On va écouter d'ailleurs d'ici quelques instants les réactions des joueurs et managers sportifs de la section paloise. Simon Manix, on l'aura dans quelques instants, donc en interview. Juste pour signaler un petit chiffre sur ce match aussi, 3 essais marqués pour la section, 4 pour Agen finalement. Là aussi, encore une fois, la section a laissé un petit peu porte ouverte. Et ils sont, je crois que c'est une des équipes qui a marqué le moins d'essais cette saison, donc voilà, 4 essais, ils en prennent 2 en contre au premier mi-temps. C'est ça le pire, c'est que heureusement qu'ils font une belle deuxième mi-temps, ou en tout cas une bonne première partie de deuxième mi-temps, parce que en première mi-temps, je trouve qu'ils font une bonne première mi-temps, ils sont que 5 points d'avance à la mi-temps, je crois 18-13. Donc ils prennent 2 essais en compte. Donc voilà, il va falloir resserrer un petit peu les boulons en défense, que ça va faire cher contre des grosses équipes comme Toulon contre Clermont. Et signalons aussi le premier essai de Cyril Bobo sous les couleurs de la section paloise. On va écouter tout de suite le capitaine Jean Bouillou, capitaine de la section paloise, juste après le match de samedi. Mais pas pour ce match. Ce match, c'était Julien Fumat. Mais c'est Jean Bouillou quand même. Oui, tout à fait. Voilà, ne te trompe pas. Oui, complètement. Donc on écoute Jean Bouillou. Et bien maintenant. On n'arrive pas à gérer nos temps faibles, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dominé, on est de suite sanctionné par des pénalités ou des essais. Et c'est vraiment ça qui pose souci, je crois vraiment. Ce match-là, on ne voulait pas l'aborder comme le match de la peur, comme les médias ont essayé de le présenter. On était vraiment là pour essayer de faire un match rugby et de le jouer surtout avec nos armes du moment, qui sont, on l'a vu, voilà, essayer de faire un jeu assez ambitieux. Donc voilà, quitte à tomber, comme on l'a dit, voilà, on veut tomber avec nos idées et ce jeu-là. Après, voilà, c'est évident que ça suffira pas, puisqu'on l'a vu encore une fois qu'en défense, on était trop fébrile et trop attentiste par moment. Jean, ce match en soi, c'est une victoire quand même. Qu'est-ce que ça te fait à toi d'enfin avoir une victoire après ces 3 défaites à la suite? Ouais, mais c'est une victoire avec un petit peu un goût d'amertume quand même. Mais c'est quand même une victoire, ce qui nous permet de rester au contact du ventre mou du championnat, je dirais. Donc voilà, on va profiter de ces 4 points, mais il est évident que ça ne sera pas suffisant pour la suite. Voilà, c'était le capitaine de la section paloise, Jean Bouillou. On va écouter tout de suite. Peut-être Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Franck, je vais rebondir sur un truc que disait Franck, c'est la confiance. Mais je veux bien la confiance, mais enfin ils étaient avant-dernier avant le match. Un excès de confiance, c'est quand même Agen en face, même si c'est une équipe qui est montée avec un Pro D2, de Pro D2 à top 14. Ouais. Mais oui, une confiance, d'accord, mais enfin ils n'ont pas enchaîné 4 victoires, quoi. Ils sont avant-dernier avant le match, donc c'est bien d'avoir de la confiance en marquant 33 points, mais bon, il y a un match à finir quand même. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce que je te dis. Mais voilà,
Nouvelle chronique, Franck, on en a parlé en introduction tout à l'heure, la chronique de Simon Mannix. Exactement, même pas. Alors, c'est pas forcément la chronique de Simon Mannix, mais je me suis dit, il y a un petit peu de distinction certaines fois dans le sport. Eric, peut-être, je sais pas, il y a de la distinction quand même dans le sport. Hein. La distinction. Oui. Ce que vous entendez par distinction. Mais justement, je te propose d'écouter un petit son. Alors c'est vrai qu'on se dit les rugbyman, ce sont des bourrins et tout, ils ont un jargon un petit peu vulgaire. Non, ce sont des gens comme nous qui, quand quelque chose ne va pas, ils disent zut, crotte. N'est-ce pas Simon Mannix ? Si on joue bien, le classement va occuper tout seul. Je sais, c'est fatigue, entendu la même connerie qui sort de ma bouche, mais bon, je suis sûr c'est comme ça. Si on joue bien, 33 à 15, on joue bien, on était tranquille. Si on joue comme le con, voilà, tu prends ton cul, hein, putain, c'est bon. Hein. Ouais. Bon, ça se dit pas en France, mais bon, voilà. Ouais, ça se dit, putain, j'en ai plein le cul. Voilà, Simon Mannix donc, qui s'exprime d'une façon très, très correcte. Et Eric, alors c'est vrai que ça fait plusieurs matchs que je fais au sein de l'élan béarnais. On te voit en conférence de presse après le match, très concentré, mais pas aussi énervé que ça. Est-ce que à certains moments t'as envie de dire quand quelque chose va pas, comme l'a dit peut-être Simon Mannix, merde, il y a des conneries ou je sais pas. Oh non, après ça dépend des personnalités. Moi je suis plus j'essaye tout du moins d'être plus dans le contrôle de ce que je dis et d'être mesuré dans ce qu'on peut vivre parce que voilà, je pense qu'il faut pas être trop dans l'excès quand on gagne et d'être trop euphorique, et il faut pas non plus descendre trop bas quand ça va mal et quand on perd. Donc j'essaye de rester fidèle à tout ça, mais bon, je peux comprendre aussi que des fois on a certains où ça pourrait m'arriver à moi aussi de péter les câbles et d'être énervé après la situation. C'est humain aussi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc de Simon Mannix après le match. C'était un court extrait, mais on entend peut-être derrière des rires. Ce sont les journalistes d'Agen qui sont pas vraiment habitués à entendre Simon Mannix, et donc ce qui peut provoquer l'hilarité de certains de nos collègues. Voilà, on vous fera une petite compile en fin de saison évidemment de tout ça. On va se retrouver dans quelques instants juste après une petite page de pub sur Radio Inside, et on aura bien sûr la deuxième partie de l'interview d'Eric Barthécheki, et on parlera dans le temps qui nous reste du Pau FC qui a battu Mont-de-Marsan ce week-end 1-0. On dira un petit mot du billard handball et on finira l'émission par Parions Sport Local. A tout de suite sur Radio Inside. Pyrénées Sport Local revient avec Glisten Bike, 11 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Lons sur Radio Inside. De retour sur Radio Inside, c'est Pyrénées Sport Local en direct avec Eric Barthécheki, le coach de l'élan béarnais. Il est 19h46, plus qu'un petit quart d'heure d'émission. Et ce début de dernière ligne droite d'émission va être consacré à la personne Eric Barthécheki. On va se consacrer un petit peu plus à lui en dehors du basket. On va essayer de le découvrir un petit peu. Et Franck va lui proposer ce premier petit questionnaire. Un petit questionnaire très très difficile, l'un ou l'autre. En fait, je vais te dire deux mots, ils sont un petit peu en lien quand même. Et tu vas me dire lequel tu préfères entre les deux. Par exemple, foot ou rugby ? Rugby. Voilà, c'est ça surtout la longueur. Allez, c'est parti. Cyclisme ou Formule 1 ? J'aime bien les deux, donc on va Alors, dire Joker. On va dire cyclisme, parce que alors, même si je regarde beaucoup moins depuis pas mal d'années, j'ai été quand même devant ma télé à l'occasion des Tours de France. Alors ça remonte, hein, c'était à l'époque de Delgado et Duren, etc. sur ces époques-là, mais on va dire cyclisme, allez. Alors ensuite, tennis ou badminton ? Tennis. Billard handball ou section paloise ? On en parlait un petit peu pendant la pub. Section, allez. Asvel ou Limoges ? Asvel. Je ne voulais pas répondre Limoges pour les supporters l'élan béarnais. LeBron James ou Paul George ? LeBron James. Will Yeguet ou J.K. Edwards ? Oh, là, c'est dur. Le Joker, c'est peut-être maintenant. Je sais, Joker. Là, j'ai les deux et j'aime les deux. Alors, PSG ou OM ? Alors là, le foot, moi, je suis pas du tout ni l'un ni l'autre. Béarn ou Pays Basque ? Attention, il pourrait y avoir des huées la prochaine fois au Palais des Sports, suivant la réponse. Ah bah Béarn. Pastis ou whisky ? Ah, whisky, sans hésitation. Voilà, à consommer avec modération quand même. Blonde ou brune ? Blonde. Mer ou montagne ? Mer. Thé ou café ? Café. Ciné ou TV ? Ciné. Rock ou rap ? Rock. Et ben voilà, c'est tout pour l'un ou l'autre.
pour le premier questionnaire. Le deuxième, qui est intitulé Le détail qui tue. Pareil, petite question. Là, par contre, c'est pas l'un ou l'autre. C'est une petite question très simple, comme par exemple, le sportif ou la personnalité la plus connue de ton répertoire téléphonique. Oh là là, le sportif le plus connu. J'ai pas de sportif énormément connu. Voilà, J.K. Edwards, par exemple. J'ai tous chez moi. Mais... Ton plat préféré? J'ai pas Tony Parker. Non, d'accord. Ton plat préféré? Ah ben là j'ai découvert en arrivant dans la région beaucoup de spécialités que je connaissais déjà pour certaines, mais j'ai découvert les chipirons à la plancha et j'adore vraiment. Bon choix. Très bon choix. Est-ce que tu as un petit surnom? Mes potes quand j'étais un petit peu, mais encore maintenant on m'appelle Bartoche donc. Ton idole dans le sport, pas forcément dans le basket d'ailleurs. Hein. Mon idole. J'en ai pas qu'une, il y a plein de sportifs qui m'inspirent, mais pas qu'une. Il y a vraiment des super sportifs dans chaque discipline et je crois qu'il faut prendre dans chacun d'eux. Quoi. Est-ce qu'il y a au contraire un sportif ou une personnalité que tu détestes dans le milieu du sport? Non. Je crois qu'il faut respecter tout le monde, chacun a sa personnalité, mais non, pas forcément. Le joueur ou le membre du staff de Léon Bernier avec lequel tu as le plus d'affinité? Le membre du staff, c'est quand même Laurent Villa, hein, avec l'assistant. On est au quotidien dans le bureau tous les jours et c'est important de partager beaucoup de choses. On partage des joies, mais on partage aussi des moments de défaite et tout. Donc c'est vraiment la personne sur qui je peux m'appuyer. Et puis il y a d'autres personnes dans le staff, hein, avec Didier Gadou, Dominique Louey, avec qui on travaille autour de l'équipe. Et ça, c'est important. Tes loisirs en dehors du basket? Oh, moi j'aime bien, alors c'est pas trop le cas depuis un moment parce que je suis tellement pris là par l'activité, mais faire quand même du sport, aller courir, faire un peu de musculation. Après j'aime bien le vin, j'aime bien sortir. C'est une bonne région pour ça d'ailleurs. T'es bien tombé, oui. Donc voilà, le vin, j'aime bien, je suis épicurien, j'aime bien découvrir des spécialités, bien manger, bien sortir, passer du temps avec les amis, la musique et tout, donc je suis assez ouvert à pas mal de choses. Ton restaurant ou ton bar préféré à Pau? J'ai pas encore énormément connaissance de tous les endroits, mais j'aime bien aller aux Sardines. Oui. Ouais. Où on boit du vin aussi. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Avec modération. Après, je suis allé dans quelques restaurants qui étaient très bons, la Concha, autour du château, il y a des trucs sympas et tout. Je découvre petit à petit, hein, mais j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans certains endroits. Encore quelques petites questions. La valeur du sport que tu estimes la plus importante? Nous, dans le sport collectif, c'est vraiment la notion de partage. C'est important, de sacrifice. On est un peu comme une famille, donc il faut que ces valeurs-là soient véhiculées. C'est pas toujours évident parce qu'on a quand même un sport où il y a des statistiques personnelles et puis donc ça va un petit peu à l'encontre des fois de ce qu'on recherche, mais je dirais ça. Ton émission de télé préférée, s'il y en a une? Je regarde pas beaucoup la télé, mais non, je regarde pas beaucoup la télé, franchement. Dernière question, ton émission de radio préférée? Attention à la réponse. Faut que je dise Inside. Hein, là, c'est Inside, si vous voulez. C'était la conclusion de ce questionnaire. Merci Eric Barteceki. Bon, il reste un peu moins d'une dizaine de minutes dans cette émission. Je te propose de rester avec nous jusqu'à la fin. On va parler très rapidement du Pau FC tout de suite et de l'actu football. Résultats, analyse, interview. Toute l'actualité du Pau FC sur Radio Inside. L'actualité du Pau FC, elle a été bonne ce week-end, après deux week-ends un petit peu plus chagrineux du côté du Pau FC avec l'élimination en Coupe de France et la défaite contre la réserve de Nice. Le Pau FC s'est bien repris avec une victoire à Mont-de-Marsan ce week-end. Il a fallu, et c'est ce que voulait aussi David Vigne, beaucoup de patience pour les Palois, puisque l'ouverture du score est intervenue à la 70e minute par Yann Le Poulichet, après un pénalty raté d'ailleurs par Cauvin à la 54e minute. Le Pau FC qui se relance donc avec cette victoire à Mont-de-Marsan, et ça fait du bien, Thomas. Qui se relance, 4 points très importants, ils prennent 7 points d'avance sur Toulon, qui est la première équipe qui est capable de monter, hors des réserves de clubs pro comme Monaco, Nice, donc une patience qui a été... Ouais. C'est vrai que le mot patience, je crois que c'est le fin mot de ce match. Un pénalty raté, ils auraient pu quand même un petit peu s'énerver, devenir impatients, perdre un peu leurs moyens, mais au final, ce but à un quart de la fin, on a vu
la délivrance notamment de David Vigne. Donc voilà, une victoire très importante. Celle-là, elle peut valoir très cher à la fin de la saison, je pense. 7 points d'avance, tu le disais, sur la première équipe qui peut potentiellement rejoindre le Pau FC à cette première place et prétendre à la montée en nationale, puisque le Pau FC est actuellement co-leader avec la réserve de Nice. La réserve de Nice ne pouvant pas monter en nationale, 7 points d'avance, c'est quand même déjà assez sérieux, même si on n'en est qu'à la 10e journée. 7 points, et surtout, ils ont quand même affronté Monaco, Nice et Mont-de-Marsan. Monaco, pas encore, ça arrive. C'est le prochain, Nice, c'est le prochain voilà, match. c'est le prochain match. Donc là, ils ont 3 matchs qui sont quand même, c'était assez compliqué. Pour l'instant, ils s'en sortent assez bien avec une victoire, une défaite, mais ils ont 7 points d'avance. Imaginons qu'ils gagnent contre Monaco, la baie de Monaco. Après, derrière, ça peut être pas mal pour le Pau FC. Le petit bémol sur ce match, Thomas, c'est l'expulsion à la fin du match de Lubrano. Ça fait quand même, c'est un petit peu dommage à la fin de cette partie. Il y avait déjà 2 expulsés pour ce week-end, donc ils vont retrouver le groupe évidemment pour la prochaine rencontre. C'était Pelure et Maisonneuve, si je dis pas de bêtises, du côté des Palois. Voilà, ça vient faire un petit peu tâche à la fin, mais au final, les 4 points sont là et c'est bien l'essentiel. Je pense que c'est l'essentiel, les 4 points. Après, voilà, comme tu dis, c'est peut-être un peu dommage en fin de match de prendre un carton rouge comme ça. Signalons quand même par rapport au buteur, on disait Yann Le Poulichet qui est rentré en cours de match, passeur décisif c'était Romain Séguré, 2 joueurs qui étaient blessés, qui étaient de retour de blessure, qui sont rentrés en cours de match, un coaching gagnant finalement de David Vigne. Coaching gagnant et 2e but pour Le Poulichet je crois cette saison, donc voilà c'est bien pour Pau qui arrive à faire tourner, avoir des joueurs qui rentrent comme Pelure, mais bon, même s'il a quand même son type déjà en tête, David Vigne. On regarde rapidement les résultats de cette 10e journée du championnat de France amateur dans le groupe C, avec le match nul de la réserve de l'Olympique de Marseille face à Colomiers 0-0. Victoire de Rodez à 7, 2-0. Tarbes a battu le Pontet 2-1. Le Pau FC est donc allé s'imposer à Mont-de-Marsan 1-0. Marignane est allé gagner sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais 4-2. Et enfin, carton de la réserve de Nice sur la pelouse de la réserve de Monaco 4-0. Et en tête, on retrouve donc le Pau FC à égalité avec Nice. Nice étant devant le Pau FC puisque Nice a battu le Pau FC la semaine dernière. Ça se joue au goal average particulier. Les 2 équipes ont 30 points et le 3e c'est Toulon le La avec 23 points, donc 7 points derrière, et Mont-de-Marsan également 7 points derrière. Mont-de-Marsan qui a d'ailleurs un match en plus sur le Pau FC, donc ça fait encore plus d'avance pour les Palois sur les équipes qui les précèdent. Donc pour le prochain match des Palois, ce sera dans 15 jours face à la réserve de Monaco qui occupe la 6e place avec 21 points. La réserve de Monaco donc qui viendra se présenter au Hameau, 2e réserve que vont affronter les Palois, et là aussi ça serait bien une petite victoire à domicile pour confirmer cette victoire à Mont-de-Marsan. Ça serait très bien de sortir une victoire sur ces 3 matchs, ce bloc de 3 matchs assez compliqué pour les Palois. On passe à la dernière chronique de cette émission, il reste un petit peu moins de 5 minutes, il s'agit de Paris en sport local. Les meilleures cotes, les meilleurs paris sportifs de la semaine sur Radio Inside. C'est Paris en sport local. Et ce soir, on va parier sur les matchs à venir de nos équipes paloises et béarnaises. On va d'ailleurs faire parier Eric Barteceki sur les 2 matchs à venir. Et on va s'intéresser au match évidemment de l'élan béarnais, mais aussi au match de la section paloise. Il n'y a pas de code pour l'instant sur les 2 matchs. Donc voilà, on va commencer par l'élan béarnais, Rouen et l'élan béarnais. Messieurs, vos pronostics. Bon, je pense qu'alors, on redonne rapidement le classement. Puisque l'élan est 12e. Rouen a 2 victoires et l'élan en a 3. Voilà, et Rouen est 16e. Donc je pense léger avantage peut-être pour Rouen au niveau des cotes, puisqu'ils sont à domicile, mais voilà, je pense que c'est assez équilibré comme match. Messieurs, vos paris. Moi, écoute, j'ai un t-shirt avec un logo dessus, celui de l'élan béarnais. J'ai fait honneur à toi, Eric, ce soir. Et bien sûr, je vais faire honneur à cette couleur. Moi, je vais dire l'élan béarnais, parce que bon, Rouen, en voyant les stats un petit peu, je pense que certes, même s'ils sont à domicile, je pense qu'on peut avoir quand même confiance en l'élan béarnais. Il commence un petit peu à comprendre, à remonter. Je sais pas si c'est ton impression, Eric, mais pour ma part, je dirais l'élan béarnais avec un écart de 10 points. Au moins 10 points ou moins de 10 points? Moins de 10 points, je dirais. On va demander le pronostic d'Eric. Ah ouais, vous n'avez pas un bon client là pour les pronostics, parce que moi je ne fais jamais de pronostics. Il va dire l'élan béarnais. Je laisse ça... aux parieurs, aux journalistes. Mais nous, par contre, ce qu'on va faire, c'est travailler pour essayer de tout mettre en place pour essayer d'aller gagner là-bas. Mais ça va pas être simple, puisqu'on a vu que Rouen s'est imposé à domicile contre Chalon-sur-Saône. Donc la partie s'annonce difficile pour nous, mais on va tout faire pour essayer de s'imposer là-bas. Xavier, à toi? Mais moi, je vais jouer aussi la victoire de l'élan béarnais, et je vais peut-être être un peu optimiste, mais je vais dire victoire avec plus de 10 points pour l'élan béarnais. On espère évidemment que ce sera ça. Après, même si c'est moins de 10 points, je pense qu'Eric prend aussi la victoire. Même d'un point, je la prends. Victoire de l'élan également, et je pense que je vais te Xavier. Plus de 10 points. Je vois l'élan bien se rattraper après la petite déception du Mans. Voilà, c'est noté. Thomas qui prend évidemment, qui prend note de tous ces pronostics, et on fera le classement entre nous à la fin de la saison. Voilà, il y a un petit resto en jeu à la fin de la saison entre les animateurs. Thomas, le deuxième match sur lequel on va parier, deuxième et dernier match d'ailleurs. Section Castres.
pas de top 14 mais de la Challenge Cup. J'ai juste les codes de vainqueurs de poule, donc on rappelle la poule de la section Sale, Newport, Castres et Pau. Sale vainqueur de poule 1,30, Newport 5,40, Castres 5,40 et la section 10. Donc voilà, donc ce match section 4, peut-être Castres un peu favori peut-être sur ce match. Messieurs, vos pronostics? Moi, j'irai section paloise parce qu'ils sont à domicile. J'ai de l'espoir, je sais. Mais non, j'ai de l'espoir, je dirais moins de 15 points d'écart entre les deux. Mais victoire, c'est mon petit optimisme qui est là. Moi, je vais dire défaite de la section paloise de moins de 10 points. Je pense que la priorité est clairement au championnat pour la section paloise. Le challenge européen, c'est bien, mais c'est aussi un risque de blessure avant des échéances assez importantes. Donc, défaite de la section paloise, s'il faut parier. Je crois que j'ai rien à rajouter. Je sais même pas, parce qu'il a annoncé dire que la Challenge Cup était une compétition importante. Je suis pas sûr qu'il la joue à fond. Il y a quand même un maintien au bout à aller chercher en top 14 qui sera très important, surtout vu que la section veut rénover le stade, etc. Donc, je pense qu'il mettra peut-être plus des jeunes pour tester, pour voir si ces jeunes-là peuvent aller en top 14 et aider la section à l'objectif maintien. Mais moi, je mets défaite de la section de plus de 10 points. Je suis pas tout à fait d'accord parce que ce matin il y avait une conférence de presse au niveau de la Challenge Cup et ils disaient que ça allait être une compétition, ils allaient quand même essayer de jouer pour gagner. Donc après je sais pas, ça sera réponse vendredi quand on aura la compo de l'équipe. Voilà, réponse sur le terrain samedi soir à 20h45. Exactement. Je suis d'accord avec toi, mais il va pas dire je mets l'équipe B, sinon il y aura personne au stade. On aura l'occasion d'en rediscuter évidemment lundi prochain après ce match-là. On arrive à la fin de cette émission. On va remercier évidemment Eric Bartesheki d'être resté avec nous jusqu'à 20h. Merci beaucoup pour ta présence ce soir et on te souhaite une très bonne continuation avec l'élan Béarnais, plein de victoires, un maintien et pourquoi pas si on peut rêver de play-off, avoir des play-off à la fin de la saison. Merci à vous en tout cas, merci.